nous avons l'honneur de recevoir Mathieu Arbogast et Evelia Mayenga, qui s'étaient déjà exprimés dans le cadre des assises du collectif 50-50, où ils avaient parlé respectivement du test de Bechdel et des statistiques ethniques à travers le monde. Donc on a l'opportunité de les écouter pour ceux qui les avaient déjà entendus dans ce cadre-là. Cette fois-ci, donc sur des sujets qui prolongent ces réflexions. Et voilà, nous allons donc commencer par leur communication. L'idée, c'est que nous allons les entendre successivement, puis nous allons avoir une phase de discussion de 15 minutes avec le public. Donc je donne la parole à Monsieur Arbogast. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de me donner cette opportunité, surtout dans un contexte que nous connaissons. Donc, le passing comme ressource professionnelle, en fait, vous allez voir, je vais partir du passing pour glisser vers autre chose, qui est plutôt des questions que je pose à moi-même en tant que sociologue qui travaille sur l'audiovisuel et les implications méthodologiques que ça peut avoir dans un premier temps pour moi et éventuellement pour d'autres chercheurs et chercheuses. Après une brève introduction mise en contexte, bref j'espère en tout cas, je poserai quelques définitions sur la race sociale et sur la question de la fluidité raciale. Ensuite, je prendrai deux exemples autour des héros de séries télévisées et de l'imbrication biographique et de ce qu'on peut en tirer comme information par rapport à un potentiel passing racial. Et je développerai dans la dernière partie les questions méthodologiques sur ce que j'en tire comme enjeu et ce que j'en tire comme questionnement. Donc pour commencer, on connaît différentes mobilisations. Elles ont pris plus de visibilité ces dernières années, même si la préoccupation de la visibilité des minorités et des non-blancs à l'écran est une préoccupation ancienne. Elle a pris une place plus grande dans le débat public avec Oscar So White, par exemple, ce hashtag-là, ou avec le livre « Noir n'est pas mon métier » qui a déjà été évoqué et qui a eu un retentissement important et ô combien mérité. Et là, on est bien dans l'enjeu de l'accès, double enjeu de l'accès à des rôles pour des personnes non blanches ou considérées, catégorisées comme non blanches, et de la manière dont ces personnes sont représentées. Avec un enjeu supplémentaire qui vient s'ajouter, qui est l'enjeu du colorisme, puisque, y compris entre personnes racisées ou vues comme non blanches, il y a des enjeux supplémentaires qui viennent s'ajouter. Je vous propose une citation tirée d'une interview de Zendaya qui commence cet extrait sur « En tant que femme noire à la peau claire, il est important que j'utilise mon privilège, c'est-à-dire le privilège d'être plus clair que d'autres, pour vous montrer combien il y a de beauté dans la communauté afro-américaine. Je suppose qu'on peut dire que je suis la version acceptable d'une fille noire pour Hollywood. Acceptable, c'est-à-dire plus acceptable parce qu'elle a une peau plus claire que d'autres par rapport à une personne qui aurait une peau moins claire. Donc l'enjeu, il est à la fois entre personnes qui sont perçues ou qui sont racisées et aussi parmi ces personnes-là. Toutefois, je vais déplacer cette question-là progressivement. Donc le premier enjeu qu'on pourrait identifier, la première question de départ, c'est est-ce que le passing racial permettrait de compenser le déficit de rôle proposé aux non-blancs en pouvant être identifié selon les rôles comme blanc ou non blanc, minoritaire ou majoritaire, racisé ou non racisé. En fait, en partant de cette question, qui est un enjeu pour les comédiens et les comédiennes,
je voudrais aborder le passing de mon point de vue et m'interroger sur la question que ça nous pose. Et en fait, la question que ça nous pose, en tant qu'observateur et en tant que chercheur, c'est est-ce que le passing, on considère que c'est une manière de tromper des tierces personnes en leur faisant croire qu'on est autre chose que, par exemple, racisé? Ou est-ce que, et c'est là où je veux en venir, ça n'est pas plutôt le signal, la manifestation du fait qu'il y a différentes manières d'être perçu, il y a différentes manières d'être catégorisé. Je vais y revenir. Et ça a des implications complètement différentes, des implications méthodologiques qui sont très fortes sur la manière dont on crée notre méthodologie et dont on présente nos résultats. Alors, je vais le faire à partir d'un corpus. Moi, je travaille de manière quantitative, hein, donc je vais aborder les exemples de manière assez liminaire finalement, parce que j'aborde les choses de manière assez anonymisée finalement à travers des statistiques. Alors, des statistiques que je tire d'où? Que je tire d'un corpus que j'ai constitué de la manière suivante. Finalement, j'ai pris une année de prime time. J'ai regardé sur une année de référence, bon, peu importe, en l'occurrence c'est 2010, mais j'ai regardé du 1er janvier au 31 décembre à 20h50, ce qui était programmé sur TF1, France 2, France 3, M6, autrement dit les 4 chaînes qui réunissent le plus d'audience. Et à l'heure qui réunit le plus d'audience. Et comme moi je travaille plus spécifiquement sur les séries télévisées et sur les séries policières, j'ai regardé tout ce qui était séries policières. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web. Excusez-moi, il y a Siri qui vient me jouer des tours et qui s'invite dans la conversation. Donc j'ai identifié 36 sur ces 4 chaînes, dont la moitié sont des séries françaises, l'autre moitié à peu près des séries américaines, et en fait il y a 2 anglaises et une allemande également. J'ai étudié ce que Sabine Chalvon de Mercey appelle les HST, les héros de séries télévisées. En m'intéressant aux personnes qui ont les rôles, en m'intéressant aux rôles principaux et aux rôles récurrents. Et j'arrive à un total de 415 sur lequel je fais des statistiques un peu plus loin. Je vais y venir. Alors pourquoi les HST? Pourquoi ça m'intéresse ce concept de Sabine Chalvon de Mercey? Parce qu'en fait, c'est une manière de tenir ensemble, dans un même concept, 2 faces. À la fois les caractéristiques de l'interprète, et notamment son corps, son apparence physique, mais aussi en partie ses biographies, et les caractéristiques du personnage. Ses attitudes, aussi les informations biographiques que l'on connaît à son sujet. Alors, j'en viens, partie 2, point 2, aux définitions que j'utilise. Donc, sans surprise, je suppose, je peux vous dire que j'utilise la race en tant que concept social, en tant que catégorisation sociale et processus social de racisation. Je m'appuie notamment sur un travail de Frédéric Barthes de 1969 qui est particulièrement fécond à mes yeux sur la manière dont se construisent les groupes ethniques en tant que processus de différenciation. En fait, une fois qu'on a dit ça, on est encore qu'au début, puisque, comme dit Wendy Roth en 2016, il y a beaucoup de définir la race, y compris lorsqu'on s'en tient à une approche sociale de la race. Elle en liste pas moins de 12 définitions possibles de la race. Alors cela tient en partie à qui catégorise. Est-ce que soi-même on s'auto-catégorise? Ça peut être aussi une auto-catégorisation contrainte lorsqu'on doit choisir parmi les cases à cocher dans un recensement, par exemple.
Ça va être une tierce personne qui catégorise aussi. Et les indices, le support de cette catégorisation peut lui-même être très variable. Est-ce qu'on parle finalement de couleur de peau? Est-ce qu'on parle de la couleur des yeux, du phénotype, de ce que les Américains appellent ancestry? Est-ce qu'on parle de l'accent? Est-ce qu'on parle d'un ressenti? Il y a énormément de supports possibles à partir desquels on va fonder son attribution. Auto-attribution ou attribution, assignation raciale d'une tierce personne. Et non seulement il y a beaucoup de manières différentes de catégoriser une personne, mais, c'est mon point suivant, la diapo 8, on peut aussi considérer que ça n'est pas quelque chose de figé. Et là, j'en viens à ce que différentes personnes, et notamment Saperstein et Penner, appellent la fluidité raciale. C'est-à-dire que selon les contextes et parfois selon les périodes de vie, on peut être catégorisé de manière différente et on peut même se catégoriser soi-même de manière différente à différents moments de vie ou dans différents contextes biographiques. Sur le contexte social, très rapidement, Saperstein a notamment montré que dans certaines enquêtes où on a la catégorisation par l'enquêté et la catégorisation par l'enquêteur, et on peut comparer, lorsque la personne enquêtée répond oui sur le fait « avez-vous déjà été entendu par la police, avez-vous déjà été arrêté ?» la probabilité d'être catégorisé comme noir augmente considérablement. Un exemple parmi d'autres pour dire qu'il y a beaucoup de raisons possibles qui peuvent influencer pour une même personne la manière dont on est catégorisé, la catégorie à laquelle on va être assigné ou dont on va soi-même se revendiquer ou simplement accepter la catégorisation. Là, je vais sur ma diapo 10. Excusez-moi pour les organisateurs, organisatrices, je saute parfois des diapos. Donc, on a, si je me résume, on a la race qui est un processus social qui peut être très divers sur la manière dont elle se fonde et qui peut être fluide, donc fluctuant, soit à un instant donné, soit au cours de la vie. Si on revient aux séries télévisées qui sont mon objet, on peut voir deux exemples de cette fluidité raciale. Et on va voir la part du biographique dans cette fluidité. Alors, premier cas, c'est un cas de passing, qu'on peut interpréter comme un cas de passing dans la biographie du personnage. Là, c'est un personnage de FBI porté disparu, série américaine diffusée en France d'abord sur Canal+, puis sur France 2, et toujours rediffusée sur des chaînes de la TNT actuellement d'ailleurs. Là, on a une équipe d'agents du FBI, et notamment l'agent spécial Danny Taylor, qui en fait se révèle plus tardivement, pas dès le premier épisode, mais au fil de quelques épisodes, avoir changé de nom. Le personnage, dans la diégèse, mais avant même le début de la série, s'appelait Danny Alvarez et était considéré comme hispano-américain et a notamment changé de nom pour des raisons de rupture biographique, peu importe, mais aussi pour ne plus être catégorisé, être perçu, que sa race perçue ne soit plus hispano-américain. Deuxième cas, sur la diapo 11, là, c'est un entrelac biographique qui relève plutôt du parcours de l'interprète. Parce qu'en fait, là, je prends le cas d'une actrice qui joue dans une série de mon corpus. Si on l'a vue uniquement dans un film de Michel Deville, dans un rôle dans lequel elle est prénommée Barbara, ou si on l'a vue uniquement dans un film de Catherine Corsini dans lequel elle est prénommée Solveig,
il est possible que, enfin en tout cas, on ne reçoit pas les mêmes indications biographiques, les indices de catégorisation, et il est possible qu'on ne catégorise pas cette personne de la même manière que si on la voit prénommée Leila dans un film d'Alexandre Arcadi, ou prénommée Yasmine dans un film de Karim Ridi, ou être prénommée Farida et être représentée comme la sœur de Jamel dans la sitcom H. Donc il y a aussi des éléments dans la biographie de l'interprète qui peuvent orienter la catégorisation par des tiers, et notamment par le public, mais aussi par des responsables de casting, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, la diapo suivante, c'était juste pour vous montrer que là, je ne suis pas allé fouiner sur des sites publics, regarder un petit peu le parcours professionnel de cette actrice. Donc, si j'en viens au point 4, en tant que sociologue qui travaille sur les séries, qu'est-ce que je fais de ça? Bien, je dois d'abord constater que le fait de quantifier la majorité et les minorités à l'écran, et notamment en termes de proportion, ça se fait depuis très longtemps dans des travaux, notamment américains, depuis, j'en connais des années 50 par exemple, mais aussi dans les travaux d'autres pays. Je constate aussi que depuis 2009, donc ça fait plus de 10 ans, ça fait une douzaine d'années que le CSA a un observatoire de la diversité. J'imagine qu'il en sera question, qu'il en a déjà été question et qu'il en sera question à différents moments. Cet observatoire, donc le CSA publie un baromètre de la diversité à la télévision en sortant notamment des chiffres sur le fait que les personnes soient perçues comme blanches ou non blanches. Ça, on a cette catégorie binaire dans le baromètre de 2013, ou bien, et c'est le cas dans les baromètres les plus récents, une catégorisation en 5 items. Donc là, on compte les personnes et on regarde est-ce qu'elles sont perçues comme, c'est la terminologie de l'enquête, du baromètre, est-ce qu'elles sont perçues comme arabes, asiatiques, blanches, noires ou autres. Bien. Mais que faire de cette fameuse fluidité? Que faire de cette fameuse diversité de définition possible de la race? Je propose pour ça de rappeler que puisque la race n'a d'existence que sociale, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de vraie race. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est toujours utile de le rappeler pour la suite. Puisqu'il n'y a pas de vraie race, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper finalement, s'il n'y en a pas une vraie et une fausse, il n'y a pas d'erreur de codage. J'espère que je suis clair dans mon raisonnement. Ce que Wendy Roth appelle les racial mismatch, qui seraient des erreurs de codage. En fait, ce ne sont pas des erreurs de codage, ce sont des différences ou des divergences d'appréciation, de catégorisation. Les codages, finalement, reflètent des manières de catégoriser. Alors, c'est ma diapo 15. Je propose d'abord de ne pas prendre ce que Roth appelle les mismatchs, pour ne pas prendre les discordances pour des scories du codage, mais s'y intéresser, ce sera plus clair, vous allez voir ce que j'appelle les discordances. Les utiliser comme des données. Et pour ça, un outil très important pour moi, c'est d'utiliser la catégorie incertain. C'est pas tout à fait nouveau. George Gardner l'utilisait déjà en 1969 et c'est pas si fréquent que ça, mais il y a quand même différentes personnes qui utilisent cette catégorie incertain par rapport à blanc, par rapport à etc. L'incertitude dans mon corpus aussi, je la fais ressortir parce que j'utilise plusieurs variables. J'utilise une variable sur la blanchité. Là, c'est ma diapo 16.
Pour la blanchité, j'utilise 3 modalités. Oui, non ou incertain. Pour la catégorie ethno-raciale, j'utilise 7 modalités au lieu des 5 du CSA. J'en ai rajouté une, latino-latina, et puis j'ai rajouté la catégorie incertain. Parmi les 7, j'ai une liste, quand je procède à mon codage, dans laquelle je peux cocher incertain. J'ai également pris une variable dans laquelle j'indique finalement, de manière idiosyncrasique, le degré de certitude que j'ai dans mon codage. Est-ce que c'est une certitude faible, une certitude forte, ou est-ce que je suis incertain? Et j'indique également si je trouve qu'il y a des éléments discordants dans... et je vais présenter très très rapidement des chiffres et je terminerai là-dessus. Donc sur ma diapo 17, vous pouvez voir, là finalement, sur la variable de blanchité, effectivement, pour 13 personnes, pour 4% du corpus, donc c'est faible, 4%, j'ai utilisé la modalité incertain. Pour une autre variable, qui est la catégorie ethno-raciale, où là, je dois choisir entre les modalités plus spécifiques, j'ai aussi utilisé la catégorie incertain. Et là, pour plus de personnes, pour 19 personnes, soit 6% de mon corpus. Donc finalement, c'est ma diapo suivante, c'est que la conclusion, c'est que plus on multiplie les variables, avec des variables proches mais néanmoins différentes, et plus la cohérence du codage s'effrite, certes à la marge, mais elle s'effrite. Et plus l'idée de certitude de la catégorisation ethno-raciale s'effrite. Il y a du jeu dans le codage. Ce jeu, il apparaît d'autant plus qu'on utilise différentes variables qui montrent que finalement, moi-même, parce qu'en l'occurrence, j'ai été la seule personne à réaliser ce codage, moi-même, je suis parfois incohérent à la marge, certes sur 19 personnes, mais il m'arrive d'être incohérent d'une variable à l'autre, et ça, j'ai pu le mesurer statistiquement. Bon, pour la petite cuisine, j'ai fait un alpha de Cronbach, qui est ce qu'on appelle un test de cohérence. Donc finalement, pour conclure là-dessus, après avoir déjà dépassé, et j'en suis désolé, la question du passing, finalement, je m'en sers non pas pour traiter cette question qui est éminemment légitime et éminemment importante de celle des opportunités professionnelles qui sont offertes aux acteurs et aux actrices, et de leur marge d'action dans ce marché professionnel ségrégué, mais je m'en sers pour travailler la manière dont nous catégorisons et dont nous rendons plus ou moins visible le fait que la race est un processus social et qu'il y a une marge d'incertitude qui me paraît notamment révéler, plus que du passing, mais révéler la dimension subjective de la catégorisation. Voilà, je vous prie de m'excuser pour avoir été un peu long. Merci, monsieur Arbogast.